Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le Premier ministre et les membres du gouvernement au contact des populations de l'intérieur du pays, une immersion dans le quotidien des populations de Kissidougou avec la visite des chantiers en souffrance et la promesse de leur réhabilitation. On fera le point tout à l'heure. Des efforts s'intensifient sur le front de l'amélioration de la mobilité dans le Grand Conakry. Les travaux de construction des transversales numéro 8, 9 et 10 se poursuivent. Les citoyens expriment leur reconnaissance au chef de l'État. Et enfin, nous serons en France, où la communauté guinéenne a désormais une nouvelle reine de beauté. Foulematou Sara Kamara a raflé la couronne au terme d'une belle compétition. Les échos de la cérémonie dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. La délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre poursuit donc son séjour de travail à l'intérieur du pays. Au cours de ce périple, la mission a visité les chantiers en souffrance dans la préfecture de Kissidougou, a précisé que les travaux de construction de tous ces édifices sont en berne depuis plusieurs années maintenant. C'est un reportage de Ousmane Bangoura. Kissidougou, la cité de Kissi-Kapaketa, accueille la délégation gouvernementale. L'ensemble des filles et fils, résidents et ressortissants, sont fortement mobilisés pour venir écouter le message fort du gouvernement. Un moment opportun pour les populations d'exprimer leurs préoccupations au gouvernement Baori. Kissidougou, pour sa part, rassure le CNRD et de son président, le général Damé Mamadi Doumbouya, de son ferme soutien et de sa parfaite adhésion aux idéaux du CNRD. Nous profitons par la présente visite de l'équipe gouvernementale vous soumettre la liste des besoins ou le cri de cœur des braves populations de Kissidougou, à savoir l'aménagement de l'axe routier Kissidougou-Kankan d'une distance de 197 km, le bitumage de 20 km dans la commune urbaine de Kissidougou, l'extension du réseau électrique dans les quartiers périphériques, la rénovation et l'équipement d'une maison des jeunes, la construction de 5 ponts de franchissement dans la commune urbaine de Kissidougou, l'extension du réseau de distribution d'eau potable, la construction d'un marché moderne, l'acquisition de 2 bennes pour le transfert des ordures à la décharge finale, l'ouverture et le profilage des pistes rurales pour faciliter l'écoulement des produits locaux. Comme partout, Amadou Ouriba a appelé les populations de Kissi-Farmaya à cultiver l'unité, la cohésion et la tolérance. Le développement économique ne peut pas se faire sans des infrastructures praticables tout au long de l'année. Nous ne pouvons pas créer du travail là où il n'y a pas de route, parce que personne ne viendra faire les investissements indispensables s'il ne peut pas évacuer le produit de sa production. Donc les axes routiers constituent une condition sine qua non pour le développement, pour l'emploi, pour la stabilité, pour la cohésion et surtout pour que la région, la Guinée, puisse se développer. Au terme de cette réception, la délégation gouvernementale a tenu à visiter certains chantiers en souffrance, notamment la paroisse Saint-Louis de Kissidougou, dont les travaux ont été lancés en août 2020. Le pont qui relie Kouroudou au centre-ville, le stade préfectoral Jean-Gébré Leno et la mosquée centrale de Yassafé. Le constat est désolant. Après Kissidougou, direction Bania, une des communes rurales de Farana, située à 62 km du centre-ville. Dans cette localité, les populations se réjouissent des nombreuses réalisations en leur faveur. C'est le cas d'un centre de santé flambant neuf qui trône majestueusement dans la commune urbaine pour sauver des vies. La reconstruction du centre de santé de Banya, la fermeture des boutiques cliniques et cabinets clandestins, l'équipement des centres de santé, pour citer que cela. À travers ces différentes réalisations, la commune rurale de Banya exprime son soutien indéfectible aux idiots du CNRD. La réalisation des forages dans tous les districts et secteurs, l'appui des groupements en équipement agricole.
À la rentrée de Farana, les travaux de construction des installations ferroviaires du projet gigantesque de Simandou se passent de commentaires. La réalisation de ce pont, long de 2 km sur le bras du fleuve Niger, avance à la satisfaction des autorités. Dans la région administrative de Farana, le ministre de l'Information et de la Communication a effectué ce mardi une série de visites de terrain dans la ville de Kissidougou avec ses homologues du budget et des télécommunications. Fana Souma s'est rendu à la radio rurale ainsi que sur le site de diffusion de la RTG. La mission a constaté des difficultés liées au manque d'équipement ou à la couverture télé-radio de la préfecture de Kissidougou. Ibrahima Oulé Fofana. Après l'étape de la région forestière, le ministre de l'Information et de la Communication poursuit sa mission de prise de contact avec les médias. Ce jour de travail du ministre Fana Souma s'inscrit dans le cadre de l'immersion gouvernementale. Dans la ville de Kissidougou, à travers une visite guidée, la délégation ministérielle va se rendre dans les locaux de la radio rurale. La mission consiste à prospecter les conditions de travail du personnel. Non, je suis très ravi quand il a visité les locaux. Il a vu que vraiment on travaille dans les conditions difficiles. Quand on a expliqué encore comment on travaille, lui-même il a dit que vraiment qu'il faut qu'il prenne les dispositions. Je voudrais avant tout remercier Monsieur le ministre Fana Souma, ministre de la Communication et de l'Information, et ma collègue ministre de la Télécommunication. C'est un constat très amer qu'on a fait parce que les équipements semblent être abandonnés et que la radio rurale a peu de moyens, mais c'est pas la faute à tous ceux qui sont en train de gérer. C'est aussi la faute de nous, gouvernements aussi, qui ne venons pas souvent ici. Parce que ce que nous avons constaté, ça nous interpelle beaucoup. Et on doit tout faire pour donner les moyens qu'il faut et dégager les moyens et les mettre à la disposition des cadres qui sont en charge des institutions et de ces équipements. De la radio rurale de Kissidougou, la délégation s'est rendue sur le site de diffusion de la RTG et dans les locaux des postes et télécommunications. Ici, le constat révèle que les installations de ces sites, qui constituent un patrimoine de l'État, ne fonctionnent pas depuis plus d'une décennie. Nous avons tenu à visiter les infrastructures qui supportent le domaine du numérique, donc le backbone, les sites de Guinée Télécom, ancienne Sotelgui. Et nous avons aussi tenu à voir des bureaux de poste. Et le constat est que les bureaux de poste qui relèvent de la Poste SA sont quand même dans des états très délabrés, disons, calamiteux. Et bon, nous étions quand même pas mal au fait de cela. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est engagé dans un projet de réhabilitation et d'extension des bureaux de poste. Et puis l'équipe conduite par le Premier ministre a successivement procédé ce mercredi à la pose de la première pierre de plusieurs édifices publics. Il s'agit notamment de la direction régionale, de la police et de la cité administrative de Farana. Le chef de gouvernement a également été l'hôte des étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Sur place, on retrouve Ousmane Bangoura. En 6 jours de travail dans la préfecture de Farana, le Premier ministre, chef de gouvernement, en compagnie d'une forte délégation, procède à la pose de la première pierre de la direction régionale de la police. Il s'agit d'un bâtiment de R+1. L'édifice sera bâti en plein centre-ville de Farana. Il est entièrement financé par le gouvernement guinéen. Connaissant l'importance de l'amélioration du cadre de travail dans l'accomplissement des missions régaliennes qui sont les nôtres, nous avons lancé un vaste chantier de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures au profit des fonctionnaires de police et de protection civile, endroit idéal pour accueillir la population. À ce jour, nous avons bâti plusieurs infrastructures modernes un peu partout sur le territoire national, soit 13 au total, toutes dotées d'équipements et de mobilier modernes, autonomes en eau et en électricité et répondant aux exigences de nos missions. Une fois terminé,
cette direction régionale de la police devrait permettre au personnel de mener à bien la mission régalienne, celle de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il y a deux axes principaux qui recouvrent la politique que le général Mamadi Doumbouya, président de la République, dès le lendemain de la prise du pouvoir, a institué. D'abord, renforcer le vivre ensemble, développer la réconciliation, faire en sorte que les Guinéens puissent s'écouter, se pardonner. Le deuxième aspect, c'est la question de la refondation. Stabiliser ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire permettre aux Guinéens de vivre ensemble dans la fraternité, dans la convivialité, dans la sécurité, nécessite fondamentalement que les institutions chargées de veiller à cela puissent se mettre en place. Ce que vous observez, le déploiement en termes d'infrastructures pour la police, c'est une obligation pour l'État afin de conforter les fondamentaux de l'État de droit, la sécurité pour l'ensemble des citoyens. Poursuivant l'agenda de l'équipe d'immersion, le Premier ministre Amadou Ouriba a aussi procédé à la pose de la première pierre de la cité administrative de Farana. Un programme présidentiel qui entend doter les fonctionnaires de toutes les régions du pays de logements décents. Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois. Sous l'impulsion du premier président de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré, la construction des cités administratives avait été amorcée dans toutes les préfectures du pays pour doter l'administration publique de logements et d'infrastructures modernes. Mais depuis plus de 60 ans, ces cités n'ont pas bénéficié de réhabilitation nécessaires, faisant de nos fonctionnaires affectés à l'intérieur du pays dans des conditions de travail souvent précaires. Aujourd'hui, sous la vision éclairée de son Excellence Mamadi Doumbouya, nous nous engageons à réparer cette injustice historique en reconstruisant ces cités administratives à travers tout le territoire national. Nous voici dans les locaux de l'ISAV, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farada. Ici, c'est la créativité en faveur de l'économie rurale. Face aux étudiants, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a annoncé une bonne nouvelle sur les réformes engagées par son ministère. Je suis là depuis ce matin avec le ministre de l'Agriculture et avec les cadres de mon département ainsi que les cadres de cet institut pour déblayer le chemin qui a été tracé par le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Et le chemin, il est clair. Dans le domaine de l'agriculture, nous devons exploiter chaque mètre des 13 millions d'hectares de terres arables que nous avons à notre disposition pour nourrir les 14 millions de Guinéens et au-delà. L'accès à Internet est un problème. C'est pour cela que nous avons, avec le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, un ambitieux projet de connecter les universités et instituts à Internet à haut débit. C'est pour cela qu'à travers cette connexion Internet, dans 2 semaines, les étudiantes et étudiants de cet institut auront accès à plus de 2 millions de ressources à travers Pludoc et ça, gratuitement. Devant l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba, Alpha Bakary Bari a invité les étudiants à s'investir dans le domaine de la recherche et de l'innovation pour booster les filières agricoles ou encore génie rural. Et pour sa part, le ministre du Budget a visité les chantiers qui doivent abriter les services des ministères en charge des finances et du budget. À Kissidougou, l'hôtel des finances évolue à la satisfaction des autorités. Et même constat à Farana, où le gigantesque chantier des impôts et de la douane avance. Ce chantier est considéré comme le plus important à Farana, avec des infrastructures construites sur 6 hectares. Tcherno Ousmane Diallo est l'un de nos envoyés spéciaux. À Kissidougou, cette imposante infrastructure en construction est le reflet de la volonté des autorités des finances de se rapprocher des populations en étant plus efficaces et en travaillant dans des locaux dignes d'une administration financière à l'échelle locale.
c'est l'hôtel des finances de Kissidougou, un chantier qui a connu un coup d'arrêt dans sa progression en 2014 avant d'être récemment relancé. Je voudrais, au nom de mon collègue ministre de l'économie et des finances, empêcher qui n'est pas là, et l'ensemble du gouvernement, avec mes collègues qui sont avec moi, remercier tous ceux qui œuvrent pour l'édification de cet hôtel des finances. Tout sera regroupé en un seul lieu pour l'efficacité de la délivrance des services financiers aux citoyens. Il y a eu l'arrêt, on avait des matériels, on a été victime des vols. Donc, sauf l'avènement du CNRD, du nouveau gouvernement, on a eu encore un financement de 27%. Et on a entamé le démarrage du mois passé, le 6 janvier, et on est à ce niveau aujourd'hui. À Farana, c'est un chantier gigantesque qui déjà fait la fierté de l'administration financière. Sur 6 hectares, ouvriers et ingénieurs sont à l'œuvre pour construire l'école nationale des impôts et de la douane dans la commune rurale de Tindo, avec l'ambition d'en faire un centre de formation de référence au niveau régional. Le mois d'avril 2024, dès ma prise de fonction, ce chantier souffrait déjà et je suis venu, je l'ai relancé avec toute mon équipe. Et quand je vois aujourd'hui en 9 mois ce qui a été fait, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Ce projet devait être réalisé à Conakry, mais dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration, et conformément aux objectifs du général Mamadi Doumbouya, il est question que l'intérieur du pays soit traité comme à Conakry. On a repris le projet le 6 janvier, mais depuis le 6 janvier jusqu'à maintenant, on se retrouve avec ça. Donc du coup, nous demandons à ceux qui nous aident beaucoup par rapport au paiement pour ne pas conduire ici. C'est un très grand projet parce que ça devrait être fait sur 2 hectares. Et là, aujourd'hui, on se retrouve sur 6 hectares. En phase de construction, les différents chantiers créent de l'emploi. Une fois achevés, les bâtiments vont contribuer à la transformation des différentes villes. C'est aussi là les autres enjeux de ces chantiers du CNRD visités à l'occasion de cette immersion gouvernementale. Dans le cadre toujours de l'immersion gouvernementale, les ministres de l'enseignement technique et de l'agriculture ont visité l'école nationale d'agriculture et d'élevage de Massanta et ils étaient venus évaluer les conditions d'apprentissage après la rénovation de l'établissement. Ils en ont profité aussi pour voir les possibilités de partenariat en vue de mieux qualifier la formation professionnelle dans les NAE. Moussa Komara. C'était une école en ruine il y a quelques années. Mais depuis sa rénovation par les autorités du secteur, l'école nationale de l'agriculture et de l'élevage de Massenta attire de plus en plus les jeunes passionnés de l'agriculture. L'école compte à ce jour 142 élèves, dont 32 filles, alors qu'en 2019, il n'y avait que 12 élèves. En immersion gouvernementale, la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, en compagnie de son homologue de l'agriculture, est venue se rassurer de l'évolution des programmes de formation. C'était une école qui était en état de délabrement, aujourd'hui qui a été rénovée, mais aussi de voir quelles sont les différentes techniques agricoles et d'élevage qui sont en pratique en termes de formation pour voir quelles sont les possibilités d'amélioration de nouvelles techniques, mais aussi de prendre en compte la demande des apprenants, mais également celle des formateurs, et voir aussi les possibilités de partenariat avec les divers secteurs, notamment avec le ministère de l'Agriculture et de la promotion féminine, afin qu'ensemble nous puissions unir nos efforts pour que la formation des apprenants soit complète. Nous voulons justement nous assurer qu'au niveau de ces différents centres, la formation soit de qualité, mais surtout soit des formations pratiques, de sorte que les jeunes, en sortant de ces écoles, qu'ils soient tout de suite opérationnels au niveau des différents projets et peuvent être embauchés. Avec fierté, les responsables de l'école ont guidé la délégation sur le champ d'application des élèves, un vaste domaine mis à disposition par les riverains pour développer plusieurs cultures. L'occasion pour la ministre d'étaler sa vision dans le cadre du développement des compétences et de la qualification de la formation professionnelle. Elle espère faire de cette école un centre pilote. On a transmis vraiment nos difficultés par rapport à l'aménagement des domaines de l'école, par rapport à la réhabilitation vraiment des barrages hydro-agricoles, par rapport vraiment à la réalisation du plan de masse de l'école. Avant de quitter l'ENAE, la ministre et sa suite ont visité le laboratoire, la salle informatique et les dortoirs. Après,
Elles se sont rendues au centre de la Fédération nationale des planteurs café cacao de Massinta pour toucher du doigt les réalités. Merci à Moussa Komara. Dans le reste de l'actualité, l'école des officiers de la gendarmerie nationale vient d'abriter la cérémonie de remise de diplôme à la 8e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie nationale. Et parmi ces officiers figurent des stagiaires venus du Congo-Brazzaville. Ces stagiaires sont outillés en techniques qui leur permettent d'assurer la protection des populations et de leurs biens. Et c'est le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie en présence de la chaîne de commandement militaire et de plusieurs cadres civils. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Fruit de la transition, l'école des officiers de la gendarmerie nationale connaît une ascension remarquable. Chaque année, l'institution accueille plusieurs promotions pour le cours d'application des officiers de gendarmerie, renforçant ainsi les capacités opérationnelles des forces de cette institution. Aujourd'hui, les officiers stagiaires de la 8e promotion reçoivent leur parchemin après plusieurs mois d'intense formation. Au cours de ce renforcement de compétences, les apprenants ont acquis des connaissances techniques et physiques leur permettant de répondre aux défis sécuritaires actuels. Le programme de formation a comporté 2 modules. Un module militaire de 2 mois au centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalia, visant à unifier le langage et le vocabulaire militaire tactique. Et un module professionnel de 6 mois dans cette école, permettant aux officiers élèves d'acquérir des qualifications essentielles pour exercer efficacement leurs missions régaliennes, telles que celles de moniteur en intervention professionnelle, de commandant de peloton d'intervention et de directeur d'enquête. Je vous exhorte donc, chers officiers, à poursuivre un apprentissage continu et à ne jamais vous lasser dans l'acquisition de la connaissance. Cette cérémonie est avant tout un moment de reconnaissance. Reconnaissance pour les efforts considérables que vous avez fournis, les sacrifices que vous avez consentis et l'engagement exemplaire dont vous avez fait preuve tout le long de cette formation exigeante. Soyez fiers du chemin parcouru, tout en gardant à l'esprit que ce n'est que le début d'une carrière riche en responsabilités et en opportunités. Chers officiers de la 8e promotion du cours d'application, que vous soyez issus de notre nation ou venus d'ailleurs, vous appartenez désormais à une seule et grande famille. Je vous adresse à toutes et à tous mes plus sincères félicitations et mes vœux de succès dans vos futures missions. Que votre carrière soit marquée par l'excellence, la justice et l'humanité. Permettez-moi de rendre un hommage particulier à notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dont la vision et la détermination ont placé la formation des cadres au premier rang des priorités dans la reconstruction de notre chère nation. Composé de 83 stagiaires, dont 4 personnels féminins et 3 étrangers venus du Congo-Brazzaville. Ces stagiaires s'engagent à mettre en œuvre les compétences acquises au service de leur nation dans le strict respect de la déontologie et des valeurs du métier de gendarme. Je suis fier de cette formation. J'ai eu à passer dans beaucoup de pays, mais ce que j'ai reçu comme formation ici me dépasse. Du côté physique, moral, intellectuel, je suis désormais au point forte de cette formation du Carogène. Au nom du ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale s'est réjoui des résultats enregistrés par la gendarmerie nationale dans la formation et la qualification de son personnel. L'intérêt que nous accordons à la formation du personnel des forces armées guinéennes, la gendarmerie nationale fait de cette exigence de qualification professionnelle une priorité fondamentale. Aux officiers, élèves de la promotion, je voudrais leur dire que la formation qu'ils viennent de suivre, qui est le cours d'application des officiers de la gendarmerie, n'est qu'une étape. Et pour qui connaît le cursus de formation des officiers, c'est un début. Vous l'avez suivi, cette formation, avec courage et succès. Nous vous invitons donc à mettre cette formation en pratique. Le ministère de la Défense nationale encourage et accompagnera toutes les initiatives allant dans le cadre du renforcement des capacités du personnel militaire en vue de satisfaire les besoins sécuritaires de nos concitoyens avec efficacité et assurer la tranquillité publique et la quiétude sociale dans notre pays.
Cette 8e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie porte désormais le nom de feu colonel Salif Diaw, ancien directeur du bureau d'études et de stratégie du haut commandement de la gendarmerie nationale. L'autre temps fort de cette cérémonie a été le décollage d'un drone de surveillance de 135 km avec une autonomie de 10 heures pour des missions et exercices, démontrant ainsi l'importance de la formation et la maîtrise des équipements militaires. Une formation de 3 jours est également lancée à Kindia en faveur d'une 50aine de journalistes des médias publics et privés. Les thèmes portent entre autres sur l'éthique, la déontologie et le traitement de l'information publique. L'objectif pour la Haute Autorité de la Communication est d'éviter la propagation de fausses nouvelles et de consolider la paix dans notre pays. Amadou Touré. Éthique, déontologie, traitement de l'information publique et médias, droits humains, culture de la paix, c'est le thème de cette formation des journalistes des médias publics et privés de la Basse-Guinée. Je formule ce souhait, chers journalistes, de remarquer dans vos prochaines publications un changement qualitatif dans le traitement surtout des sujets relatifs à la culture de la paix. C'est à ce prix seulement que nous pourrons construire nous-mêmes et pour les futures générations une Guinée paisible et heureuse. La meilleure manière, à mon avis, de protéger les journalistes et de promouvoir les médias, c'est de les mettre à jour. C'est de les mettre au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'où la nécessité de cette formation que nous allons bientôt étendre sur la région de la Guinée forestière et sur la région de la Haute-Guinée. Une opportunité pour le patron de l'organe de régulation des médias en Guinée de rappeler quelques dispositions relatives à la création et au fonctionnement de Web TV et radio en République de Guinée. La loi qui est appliquée aujourd'hui n'intègre ni les web radios ni les web TV. Ceux qui se hasarderont à les créer, si jamais ils commettaient des infractions, ils seraient jugés sur la base de la loi sur la cybersécurité. Donc ils ne bénéficieront pas des avantages de la loi sur la liberté de la presse qui consacre la dépénalisation des délits de presse. Cette initiative de 3 jours de renforcement de capacités professionnelles des hommes de médias est un financement du gouvernement guinéen à travers la Haute Autorité de la Communication, HAC. Dans l'actualité encore, c'est une plateforme qui veut rapprocher l'État des citoyens à travers des informations officielles et accessibles. Le ministre porte-parole du gouvernement vient de lancer Guinée-Gouv. C'est un nouvel outil de communication qui doit promouvoir une communication institutionnelle moderne et transparente au service de tous les citoyens guinéens. Abraham Christophe Conté et Mohamed Aïcha Silla. Lancement officiel de Guinée-Gouv, un service d'information du gouvernement. Cet outil, qui est une vision du porte-parole du gouvernement, devrait aider les autorités guinéennes à renforcer la transparence et la communication du service public. L'initiative traduit la volonté de l'exécutif de promouvoir une communication institutionnelle moderne et transparente au service de tous les citoyens. Comme vous le savez, la Guinée est en pleine transformation. Chaque réforme, chaque initiative que nous menons nous rapproche de l'idéal d'un État moderne, efficace et accessible. Guinée-Gouv est une pierre maîtresse de cette construction. Il s'agit d'un dispositif conçu pour ancrer la transparence au cœur de la gouvernance et renforcer le lien entre l'État et ses citoyens. C'est un engagement fort, c'est désormais une promesse tenue. Nous avons pensé Guinée-Gouv comme une réponse claire et efficace à une exigence légitime de nos citoyens, de nos concitoyens. L'accès à une information fiable, instantanée et vérifiée sur l'action publique. Guinée-Gouv repose sur 3 objectifs: informer, expliquer et connecter.
Son ambition est de devenir un vecteur essentiel de la communication gouvernementale en Guinée. Il s'agit d'un service d'information du gouvernement qui est lancé sous l'autorité du porte-parole, mais au-delà d'une simple entité du porte-parole, il s'agit de la marque de communication gouvernementale. Sa gestion sera assurée par une équipe. Et Guinée-Gouv est en réalité bien plus qu'un service, bien plus qu'une entité du porte-parole. C'est une marque, une signature institutionnelle qui incarne la volonté du gouvernement de communiquer de manière claire, accessible et transparente. Guinée-Gouv devrait instaurer un climat de confiance entre les institutions publiques et la population. 2 dispositifs accompagnent ce service. Il s'agit de Guinée Connect qui permet de poser des questions directement au service public et Guinée Factuelle dédié à la lutte contre la désinformation à tous les niveaux pour éviter le désordre public. Merci à Abraham Christophe Conté pour toutes ces explications. Un détour maintenant par le Maroc, où l'expertise de l'ancien Premier ministre guinéen Cabinet Komara dans la promotion de l'économie bleue est saluée. La vision de notre compatriote est présentée au cours d'un salon halieutique. L'étude qui marque tous les esprits est intitulée « L'économie bleue atlantique à Dakhla ». C'est un compte-rendu de Tierno Marouf Bar. Au royaume chérifien, l'ancien Premier ministre Cabinet Komara, acteur clé dans la promotion de l'économie bleue en Afrique atlantique, est l'un des invités de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Ce dîner-débat précédant l'ouverture du salon halieutique, l'ancien Premier ministre et expert en développement industriel a dirigé une étude approfondie visant à explorer les opportunités et défis liés à ce secteur stratégique. Effectivement, dans notre rapport, l'un des points les plus importants dont nous avons parlé, et sur lequel je voudrais revenir ici, c'est la menace qui plane sur l'industrie halieutique du Maroc. Parce que vous vous souvenez que l'année dernière, octobre, la Cour européenne de justice a pris une décision qui quasiment annule les relations commerciales en matière de pêche entre le Maroc et l'Union africaine. Que dit cette décision? Elle dit qu'à partir d'octobre l'année prochaine, le Maroc doit absolument étiqueter toute sa production halieutique en indiquant qu'elles sont d'origine du Sahara occidental. L'une des recommandations majeures du rapport dirigé par Cabinet Komara est la création d'une ceinture bleue africaine. Ce projet ambitieux vise à favoriser une gestion coordonnée et durable des ressources maritimes entre les États riverains de l'Atlantique. Cette approche, selon l'ancien Premier ministre Komara, permettra non seulement de renforcer la sécurité alimentaire et les économies locales, mais aussi de promouvoir une meilleure intégration économique et régionale. Et je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, les travaux de construction des transversales numéro 8, 9 et 10 continuent et désenclavent en même temps plusieurs quartiers du Grand Conakry. Les travaux vont bientôt finir et les populations de ces localités expriment leur reconnaissance au chef de l'État. Un projet réalisé par Gecopress BTP, une expertise nationale qui a aussi réalisé un pont de 130 mètres linéaires entre la T10 et les logements sociaux de Ketaya. C'est un reportage réalisé par Abakar Junior Kamara. Le projet de construction des transversales 8, 9 et 10 se poursuit dans le Grand Conakry. La T8 vers Samatara, la T9 vers Ansoumania Village et la T10 vers les logements sociaux de Ketaya. Aujourd'hui, ces travaux offrent un cadre de vie décent aux populations de ces municipalités. On a fait plus de 20 ans dans ce quartier. C'est grâce au président Mamadi Doumbouya que nous avons eu la route. Nous le demandons d'aider les femmes aussi. Gecopress BTP réalise ce projet conformément à la vision du chef de l'État qui fait des infrastructures routières l'une de ses priorités. Aujourd'hui, nous sommes en train de bitumer. Il reste les derniers 200 mètres pour terminer complètement la T10 Nord. Vous avez vu l'ouvrage déjà qui est fini, les enrobés continuent. Donc nous sommes dans les dernières phases de finition des transversales T8, T9, T10. Des voies que nous avons aujourd'hui bitumées. Et ça facilite complètement la circulation de nos populations, ça il faut le saluer. Du côté autoroute, les quartiers d'Abompa et Kountia sont désenclavés
et un pont de 130 mètres linéaires sert désormais de passerelle entre la T10 et les logements sociaux de Ketaya. Un mot encore de l'immersion gouvernementale avec, je le disais tout à l'heure, le ministre de l'Information et de la Communication qui a effectué ce mardi une série de visites de terrain dans la ville de Kissidougou avec ses homologues de budget et des télécommunications. Fana Souma s'est rendu à la radio rurale ainsi que sur le site de diffusion de la RTG. La mission a constaté des difficultés liées au manque d'équipement ou encore à la couverture télé-radio de la préfecture. Ibrahima Oulem Fofana. Après l'étape de la région forestière, le ministre de l'Information et de la Communication poursuit sa mission de prise de contact avec les médias. Ce jour de travail du ministre Fana Souma s'inscrit dans le cadre de l'immersion gouvernementale. Dans la ville de Kissidougou, à travers une visite guidée, la délégation ministérielle va se rendre dans les locaux de la radio rurale. La mission consiste à prospecter les conditions de travail du personnel. Non, je suis très ravi quand il a visité les locaux. Il a vu que vraiment on travaille dans les conditions difficiles. Quand on a expliqué encore comment on travaille, lui-même il a dit que vraiment qu'il faut qu'il prenne les dispositions. Je voudrais avant tout remercier Monsieur le ministre Fana Souma, ministre de la Communication et de l'Information, et ma collègue ministre de la Télécommunication. C'est un constat très amer qu'on a fait parce que les équipements semblent être abandonnés et que la radio rurale a peu de moyens, mais c'est pas la faute à tous ceux qui sont en train de gérer. C'est aussi la faute de nous, gouvernements aussi, qui ne venons pas souvent ici. Parce que ce que nous avons constaté, ça nous interpelle beaucoup. Et on doit tout faire pour donner les moyens qu'il faut et dégager les moyens et les mettre à la disposition des cadres qui sont en charge de ces institutions et de ces équipements. De la radio rurale de Kissidougou, la délégation s'est rendue sur le site de diffusion de la RTG et dans les locaux des postes et télécommunications. Ici, le constat révèle que les installations de ces sites, qui constituent un patrimoine de l'État, ne fonctionnent pas depuis plus d'une décennie. Nous avons tenu à visiter les infrastructures qui supportent le domaine du numérique, donc le backbone, les sites de Guinée Télécom, ancienne Sotelgui. Et nous avons aussi tenu à voir des bureaux de poste. Et le constat est que les bureaux de poste qui relèvent de la Poste SA sont quand même dans des états très délabrés, disons, calamiteux. Et bon, nous étions quand même pas mal au fait de cela. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est engagé dans un projet de réhabilitation et d'extension des bureaux de poste. Déjà, en ce qui concerne Kissidougou et bien d'autres localités qu'on a visitées, il y a beaucoup de régions, de préfectures où les images de la RTG ne passent pas. Nous sommes en train de travailler sur ces sites-là pour les réhabiliter. C'est un héritage qui est très lourd. Moi, je suis très déçu, très choqué. Quand je visite les sites de diffusion, tout était abandonné depuis plus de 15 ans. C'est inconcevable. Et on a commencé par la région de la Haute-Guinée. Au Cancan, Zéré-Kouré, la RTG passe correctement. Quand vous voyez aussi l'Abbé. L'Abbé a été réhabilité, Télémide a été réhabilité. Donc il y a plusieurs préfectures qui ont été réhabilitées et nous allons progressivement. Je pense que Kissidougou, Gekedou et Lola, dans les prochains jours, on va s'y mettre. C'est une visite où le ministre Fana a invité les professionnels de médias au respect de l'éthique et la déontologie du métier. Des journalistes qui ont exprimé leur engagement à soutenir le ministre dans ses ambitions. Toujours à Farana, le Premier ministre a transmis les salutations du président de la République aux autorités et aux populations de la région. Des messages de paix et de cohésion sociale sont passés par le chef de gouvernement. On voit tout ça beaucoup plus en détail avec Caporal Mabinti Keita. La ville de Farana aux couleurs de l'immersion gouvernementale. C'est l'expression de la satisfaction et du soutien total de la population de Sankara aux nombreux chantiers de la refondation en cours sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya. Dans cette étape, les émissaires du président de la République sont tout d'abord reçus par la notabilité au vestibule. Ici, les valeurs traditionnelles priment. Pour les souhaits de bienvenue, les étrangers sont toujours accueillis par les Dinois de Kola. Après avoir expliqué les objectifs de l'immersion gouvernementale, le Premier ministre, chef du gouvernement, a transmis les salutations du chef de l'État aux autorités morales de Farana.
En réponse, le doyen de Sankara s'est exprimé en ces termes. Les membres du gouvernement à leur tête, le Premier ministre, chef du gouvernement, sont par la suite reçus par les différentes composantes socio-professionnelles et administratives de la commune urbaine de Farana. En phase avec les objectifs de l'immersion gouvernementale, le gouverneur des régions et le président de la délégation spéciale ont fait part au gouvernement les préoccupations majeures des populations. Au titre du bilan des actions réalisées et en cours de réalisation, conformément à la politique de refondation de l'État prônée par le CNRD et le président de la République, nous pouvons citer, entre autres, la construction d'une agence de la Banque centrale de Guinée dans la commune urbaine, la reconstruction de l'aéroport international de Farana en cours de réalisation, le lancement des travaux des 20 km de bitume de la voirie urbaine qui traînent encore à voir jour à cause de la non-signature du contrat par le ministère de l'Économie et des Finances. La construction du bloc administratif du commissariat urbain de Farana, les travaux de construction du bloc administratif du service préfectoral des impôts, les travaux de construction du siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des activités en Afrique, la construction du village artisanal dans la commune, pour ne citer que cela. Cependant, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, permettez-moi de vous présenter les besoins prioritaires de notre région parmi tant d'autres. Sur le plan des infrastructures routières, la reconstruction de la route Mamou-Farana, le démarrage des travaux de construction du pont de Farana, le bitumage de la route Farana-Dabola, le bitumage de la route Bisikrima-Dingirai, la reconstruction de la route Kissidougou-Kankan, la construction de la route Farana-Kouroussa, la réhabilitation et la construction des routes préfectorales et communautaires, les désenclavements des grandes zones de production agricole, ceci est un défi majeur pour le développement des activités agricoles pastorales. Le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, a au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, remercie les autorités et la population pour l'accueil réservé à sa délégation. Nous vous avons entendu. Nous ferons bon usage de toutes les propositions qui prennent en compte vos préoccupations en ce qui concerne le développement de la région de Farana. La route Farana-Mamou, la route Farana-Dabola, également la route Kissidougou-Kankan, pour ne parler que de celles-là. Elles sont indispensables pour redonner du lustre à la région centrale de la République de Guinée, qui est la région de Farana. Son potentiel agricole est l'un des plus importants en République de Guinée. La suite du séjour gouvernemental à Farana sera consacrée à des séries de poses de première pierre et d'inauguration des infrastructures d'intérêt public. Des rencontres avec les populations des autres localités de la région administrative de Farana, région centrale de Guinée. Dans le reste de l'actualité, la réserve de Monimba est inscrite, vous le savez, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais en dépit de sa diversité exceptionnelle, cette richesse naturelle est confrontée aujourd'hui à de graves menaces qui mettent en péril son équilibre écologique. Et c'est dans ce contexte justement qu'une formation destinée aux organisations de la société civile de Lola vient de se tenir dans le district de Bakore. Mohamed Saliou-Paya. Patrimoine mondial de l'UNESCO, la préservation de la réserve naturelle intégrale de Monimba préoccupe l'État et ses partenaires.
Suite aux menaces qui pèsent sur cette biodiversité, l'ONG La Vie en Vert forme les comités villageois de surveillance. La formation est axée sur la préservation de la biodiversité des monts Nemba avec point nodal la sensibilisation des communautés locales des 16 villages environnants pour une gestion durable de la réserve. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la conservation durable des espèces clés de la vue, du bien et les autres espèces menacées à travers l'établissement de mécanismes de convergence des actions éco-citoyennes de l'ensemble des parties prenantes de la zone du projet. Nous avons un constat amer qui nous interpelle tous. C'est de conjuguer les efforts. Comment enlever la réserve des Monemba sur la liste de l'UNESCO des sites en péril. Informer et sensibiliser les populations des villages situés le long de la réserve des Monemba sur les enjeux écologiques liés à la conservation de cet écosystème unique, c'est le but de cette rencontre de partage d'expériences. Cette cérémonie de lancement du projet s'inscrit dans la dynamique du développement communautaire, participatif, dans un environnement de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble dans les communautés, notamment au niveau des associations, des hommes et des femmes de la localité. Toute initiative et action fortement recommandée par l'UNESCO. Si de nombreux programmes, projets ont été réalisés dans le domaine de la protection du bien du patrimoine mondial, cette activité conscientisation vient quant à elle porter sa part de contribution aux efforts de l'UNESCO. Impliquer les populations locales dans la gestion de leur environnement est une approche qui garantit une action concrète durable dans la protection des Monemba pour des générations futures. Une question à présent dans ce journal. Comment renforcer la surveillance épidémiologique dans notre pays? Les membres de la plateforme Une Seule Santé prennent la question à bras-le-corps. Ils suivent depuis hier et pour un mois une session sur le travail de terrain en période d'épidémie. La formation regroupe des acteurs venus de différentes régions du pays. Mamadou Saliouba. À tous les niveaux, le système sanitaire guinéen se renforce. Depuis le passage des épidémies comme Lassa, Covid ou encore Ebola, le personnel de santé est en alerte. Ici, les membres de la plateforme Une Seule Santé renforcent les compétences sur la surveillance épidémiologique. La formation qui va être administrée à ces agents permettra de renforcer la surveillance multisectorielle au niveau opérationnel. Et ça, c'est très important parce qu'ils travailleront ensemble et ils auront la capacité de remonter l'information conformément même aux objectifs visés par le projet d'Opéros. Au sein de chaque région, il y a des acteurs au niveau de la santé environnementale, au niveau de la santé animale et de la santé humaine qui sont identifiés en concertation avec la coordination nationale de la plateforme Une Seule Santé. Acteurs de première ligne en période d'épidémie, ces professionnels de santé vont dérouler pendant un mois des thématiques liées au travail de terrain pour une gestion efficace des épidémies. Nous allons commencer par les concepts du One Health, c'est-à-dire une seule santé, mais nous allons également aborder les thématiques liées à l'épidémiologie, à la surveillance épidémiologique, que ce soit dans le monde animal, en santé humaine, mais aussi en santé environnementale. Venus de différentes régions du pays, ces acteurs de santé multisectoriels auront à leur tour la charge de démultiplier cette formation dans leur localité de service. Une approche innovante pour faire des membres de la plateforme Une Seule Santé des sentinelles dans la lutte contre les maladies épidémiologiques. Et pendant ce temps, à l'hôpital régional de Mamou, des progrès considérables sont obtenus grâce à la volonté politique du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Des progrès qui se caractérisent par l'amélioration de la prise en charge des patients et par la construction des infrastructures sanitaires. Dans le même temps, le personnel soignant est récompensé pour sa contribution à tous ces efforts. Sur place, on fait le point avec Mamadou Patebaldé.
Depuis l'arrivée du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya à la tête de la nation, l'hôpital régional de Ouamou ne cesse de changer de visage. Dans cet hôpital, des infrastructures poussent comme des champignons. Ce vaste chantier a facilité de nos jours l'accès des populations à des soins de santé de qualité. Tous les 3 mois, nous faisons l'enquête d'image. L'enquête d'image qui consiste à demander, à interroger ceux qui viennent demander les services médicaux, c'est-à-dire les malades et les accompagnateurs. Je porte à votre connaissance que tous ces services sont au jour d'aujourd'hui digitalisés, sauf la pharmacie, et cela à cause de la complexité de ces services due à l'existence de plusieurs outils de gestion qu'il faut intégrer. Mais son processus de digitalisation a déjà commencé. Nous comptons finir avec ce service, s'il plaît à Dieu, au courant de la première semaine du mois de mars 2025. C'est dans ce élan que la Direction générale a décerné des certificats d'honneur à certains services pour leur contribution de qualité dans l'amélioration de la santé des malades. Vos interventions sont reconnues au niveau national parce que ce n'est pas seulement les patients de Mamou que vous traitez. Nous comptons entièrement sur vous. Actuellement, l'hôpital régional de Ouamou reste confronté au manque de lits d'hospitalisation par endroit à cause du taux élevé de la fréquentation. En attendant la remise des nouvelles infrastructures dont les travaux sont achevés, les patients sont reçus dans d'autres services pour assurer leur prise en charge. Et puis, une rencontre visant à mettre en place l'antenne préfectorale de la Fédération des jeunes leaders de Guinée vient de se tenir à Debreka. Toutes les couches sociales étaient mobilisées à la faveur de ce conclave qui entend fédérer les jeunes autour des initiatives de développement local. Et déjà, la structure place la promotion de la paix au cœur de ses ambitions. Abakar Diaby. Il s'agit d'une rencontre d'échange, d'expérience autour d'un agenda de plaidoyer pour la participation politique des jeunes filles et des femmes aux mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits en Guinée. C'est la structure Partenariat pour le développement des initiatives communautaires qui pilote la rencontre afin d'expliquer les enjeux. Nous sommes là aujourd'hui avec les élèves de collège lycée 1er mars pour essayer de les véhiculer les connaissances liées au contenu de cette stratégie, non seulement le rôle que les femmes doivent jouer sur la consolidation de la paix en Guinée, parce que le projet c'est filles-femmes pour la consolidation de la paix en Guinée. Il ne s'agit pas seulement de parler de la paix, mais il faut savoir comment demander la paix et quelles sont les procédures à suivre. Déjà, cette campagne de sensibilisation et d'information a touché les élèves du collège lycée 1er mars de Matam, ici à Conakry. Dans cet établissement scolaire public, les jeunes filles sont également outillées. Sur la notion du genre, parce qu'elles ne comprennent pas trop. Donc les deux thématiques là, je les ai invitées à bien s'informer sur ça. Comme ça, elles seront bien outillées, elles seront bien prêtes à réclamer des droits. Nous avions beaucoup compris aujourd'hui et nous sommes fiers et contents de rentrer avec tant de connaissances. Et surtout, nous promettons à l'ONG PADIC de continuer à sensibiliser nos autres camarades qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous aujourd'hui. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets concourant à maintenir la paix et le vivre ensemble dans le pays ont été largement abordés. La démarche consiste surtout à promouvoir le respect des droits de la femme et de la jeune fille en Guinée. À Dinguiraye, la formation des jeunes enfants en informatique constitue une priorité pour les ressortissants. Récemment, un centre a été construit et équipé par un fils de la localité. Après quelques mois de remise à niveau, plusieurs enfants ont reçu des satisfecits qui témoignent ainsi de leurs aptitudes face aux nouvelles technologies. Alpha Siagaba, Lansana Marisila. Au pied de la montagne Tafsirla, la ville sainte de Dinguiraye. Ces derniers temps, la maîtrise de l'outil informatique est devenue une priorité pour les fils ressortissants de la ville de El Hadj Oumar Tall. D'où la mise à disposition du centre informatique El Hadj Tibouli. Après plusieurs modules de formation, ces enfants reçoivent leur satisfaction.
Je suis très heureuse pour avoir cette certificat. Je suis très heureuse pour El Hadj Baylali. Je tiens à le remercier beaucoup sincèrement pour son engagement envers nous. Vraiment, merci beaucoup à lui. Nous tous, nous soutenons cette initiative. Vraiment, l'initiative, elle est très bonne. Nous prions tout puissant Allah de nous donner encore les moyens adéquats pour qu'on puisse améliorer ce centre informatique qu'on a commencé aujourd'hui, pour que ça soit un grand centre informatique où tous les enfants de la région peuvent venir apprendre. À l'origine de ce centre informatique, un fils de Dinguiraï, El Hadj Baylali, vu à travers l'initiative, contribue à la formation des enfants aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le centre informatique qu'on a mis aujourd'hui, il y avait le centre islamique au nom de El Hadj Omar Tall, Foutiou Tall, depuis 22 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas faire quoi que ce soit sans faire l'informatique. Après cette première promotion, un autre groupe de 90 élèves vont s'inscrire très prochainement pour une remise à niveau indique. La formation est gratuite et va durer plusieurs mois. Ici à Conakry, c'est une crèche garderie pour les bébés qui est mise à la disposition des femmes travailleuses du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. L'idée est de permettre aux nourrices de ce département stratégique d'avoir plus de temps à consacrer à leur travail. La crèche est logée au sein même du département, une occasion pour les responsables du ministère d'inviter les autres à en faire autant. Omed de Camara. Le bien-être du couple mère et enfant préoccupe les responsables du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Une crèche-garderie est mise à leur disposition. Elle a été rénovée et équipée. Cette crèche permettra à ces nourrices de s'occuper de leurs propres bébés qui seront à portée de main ici, dans l'enceinte même du département. Les responsables de ce ministère accordent une importance capitale au travail dans le département, d'où la mise en place de cette crèche. Avoir son enfant à ses côtés pour pouvoir travailler, ça fait la promotion de l'allaitement maternel parce que ça nous permet d'allaiter l'enfant en journée et d'avoir la tête tranquille en faisant bien son travail. Donc nous ne pourrons que remercier Madame la ministre pour cet acte salutaire. Les deux cibles du département, les femmes en âge de procréer et leurs enfants, sont prises en compte au ministère. Une manière pour les responsables de ce département transversal de rappeler l'importance d'offrir ce genre d'espace aux femmes et à leurs bébés. C'est une première donc en République de Guinée qu'un ministère, à ce que nous entendons, puisse lancer une crèche à son sein. C'est une invite aussi que nous lançons à tous les autres départements ministériels, mais également aux autres institutions, et de permettre aux femmes qui existent là-bas d'avoir les crèches, des lieux, de l'espace où on peut mettre les enfants en éducation en attendant qu'ils s'occupent des tâches quotidiennes. C'est ouvert uniquement pour les femmes du département. La compétence des femmes dans ce département, au même titre que les hommes, est une option encouragée au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, d'où la mise à disposition de cette crèche-garderie pour donner plus de temps au travail des femmes nourrices. Et puis vers le concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran, la compétition va se tenir pendant le mois de Ramadan, ici même à Conakry. À quelques jours du lancement officiel, les candidats se préparent, y compris en dehors du pays. L'ambassade de Guinée au Libéria vient de lancer son test de sélection à Monrovia, et c'est pour préparer les candidats qui vont représenter la communauté guinéenne du Libéria. Diane Diansane. C'est la cérémonie du lancement officiel de la deuxième édition du concours de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran à Monrovia, au Libéria. Elle a réuni les représentants du secrétariat général aux affaires religieuses, les membres du personnel diplomatique de la mission. L'objectif de cette émulation intellectuelle entre les élèves des écoles arabes et de marquage au Libéria est de préparer les candidats qui vont représenter la communauté guinéenne de Monrovia lors du concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran prévu au mois de Ramadan 2025 à Conakry. Le concours de lecture coranique, à l'instar de ce qui se passe en Guinée,
va en droite ligne avec les objectifs que nous nous sommes tracés, de faire participer les jeunes Guinéens, les enfants guinéens résidant au Libéria, qui ne connaissent pas leur pays, pour qu'ils se sentent aussi fiers d'être Guinéens, fiers d'aller en Guinée, dans leur pays, et participer à un tel événement. L'année passée, il y a eu moins des élèves, 10 personnes, 8 à 10 personnes, mais cette année, il y a eu 58 candidats, 19 centres répondus. Ce que je vais dire à d'autres centres qui n'ont pas répondu, de bien se préparer pour l'année prochaine, pour qu'ils participent. Et que, Inch'Allah, l'organisation sera même pour l'année prochaine. S'organiser pour promouvoir les valeurs et vertus islamiques, les membres du comité d'organisation et du jury, les parents des candidats et les candidats eux-mêmes sont mobilisés pour la réussite de l'événement. Qui organise le concours national, mais l'ambassadeur et l'ambassade de la République qui prend cette initiative, vraiment c'est extraordinaire. On remercie le bon Dieu qui a facilité de se préparer cette édition du concours national. Cette lecture de Coran, ça nous réjouit du cœur. Surtout que la communauté guinéenne ici au Libéria est une forte communauté, surtout les musulmans. Nous voulons que les éditions continuent, que ça ne soit pas la dernière. Au terme de la présélection, 25 candidats sont retenus avant la tenue du concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran, prévu au mois de Ramadan 2025 à Conakry. À présent, je le disais également au sommaire, les échos de l'élection Miss Guinée-France. L'événement s'est déroulé le week-end en Île-de-France et c'est la 15e édition d'un rendez-vous annuel qui met en valeur la beauté physique et intellectuelle des Guinéennes vivant dans ce pays. Et cette année, c'est Foulematou Sara Camara qui a raflé la couronne, une initiative de l'Association des jeunes Guinéens de France. Falilou Diallo commente les images de Mohamed Souma. C'est le combat de toute une vie pour certaines et la concrétisation d'un conte fait pour d'autres candidates à rafler la couronne Miss Guinée-France. Ce concours annuel de beauté physique et intellectuelle a connu une forte mobilisation en plus de son caractère festif. Miss Guinée-France est également un espace de célébration de la culture guinéenne et une soirée de branding à l'international. Ce type de rassemblement, nous l'encourageons dans les autres pays, qu'ils s'inspirent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, je pense qu'ils le font déjà. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle Guinée. Notre pays est aujourd'hui à un tournant important. L'événement fait un grand succès. Il y a toute la communauté guinéenne de Paris, de la France de manière générale, s'est rassemblée ici aujourd'hui à Courbevoie pour célébrer et faire rayonner notre très beau pays. Venus de toute la France et à travers une scène émulation, un défilé en mode vestimentaire, mais surtout dans la défense des projets innovants, les candidats ont rivalisé de talent et d'éloquence pour conquérir les membres du jury. Au finish, c'est la candidate numéro 14, Foulematou Sara Camara, qui a raflé la couronne de cette année. Vraiment, je suis très contente pour les partenaires, pour toute l'expérience jusqu'à maintenant. C'est énorme. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai hâte d'avancer avec vous et de voir d'autres projets. C'était la 15e édition de Miss Guinée-France, donc il fallait que ça se sente, à la fois dans la qualité d'organisation, dans la qualité des artistes qui viennent, dans la qualité des défilés. Et donc, je pense que ceux qui sont venus en ont eu pour leur compte. Ceux qui ont manqué une belle soirée de branding de la Guinée à l'international. Nous avons massivement répondu. La plus belle femme et intelligente a été élue ce soir. Celle qui va désormais être la porte-parole de toutes les femmes guinéennes en France et dans le monde. Pendant une année, Foulematou Sara Camara va porter le message des Guinéennes de France. Le tout sous la supervision de l'Association des jeunes Guinéens de France. Les tournées et autres événements sont annoncés pour matérialiser les projets de la nouvelle coqueluche de la beauté guinéenne à l'Hexagone.
En bref, et en image pour terminer, mesdames et messieurs, vous le savez, la Saint-Valentin pointe à l'horizon. Et cette année, c'est Jocelyne Berroir du groupe Kassav qui va prester au compte de la Nuit de la Romance. L'artiste antillaise est arrivée ce soir à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, comme vous le voyez en image. Elle va donc se produire au Palmes Camayen le vendredi 14 février à partir de 19h en compagnie de l'artiste Lenny Rago et d'autres artistes guinéens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Kadiatou Kaba. Moi, je vous retrouve dimanche pour d'autres actualités de la Guinée. Notre